Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour écouter cette conférence sur la magnésthésie. Voilà, donc je suis Aurélie Blanchet, psychothérapeute, ou plutôt thérapeute en psychologie, et je pratique la magnésthésie, une approche thérapeutique qui permet d'apaiser les blessures du passé tout en douceur. Alors la magnésthésie, en quoi ça consiste ? La magnésthésie, c'est aller à la rencontre des parts de soi qui ont été blessées lors d'un choc émotionnel et de les apaiser. Alors, dans un premier temps, je vais parler des... Qu'est-ce que ça veut dire des parts de soi ? Comment est-ce qu'on appréhende ça ? En magnésthésie, on considère que l'individu est constitué de celui qu'il est aujourd'hui, là, par exemple, vous qui êtes en train de m'écouter parler à cette conférence, de toutes les personnes qu'il a été depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et on remonte même en prénatal, voire même au-delà, au niveau du projet sens. Et également de toutes les personnes dont il est issu, de leur naissance jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à leur mort, s'ils sont décédés. On a vu qu'on était constitué d'une infinité finalement de parts de soi, au présent, donc celui que je suis aujourd'hui, celui que j'ai été et ceux dont je suis issu, ça fait une infinité de parts de soi. Ces parts de soi, elles constituent l'intégrité de l'individu. Parmi ces parts de soi, il y en a qui sont en paix, elles sont apaisées, elles sont tranquilles, elles vont très bien. Il y en a d'autres qui le sont moins parce qu'elles ont vécu des blessures à un moment donné, un choc émotionnel. Et toutes ces parts de soi, finalement, agissent à travers nous, au quotidien, ou en tout cas plutôt au quotidien, certaines agissent à travers nous, et c'est ce qui fait qu'on se surprend parfois à être différent de celui qu'on voudrait être, à faire des choses qui sont différentes de ce qu'on voudrait faire, de comment on voudrait réagir. Voilà, c'est toutes ces parts de nous qui s'expriment, et notamment celles qui sont en paix. Donc l'idée avec la magnésthésie, c'est d'aller les rencontrer et de les apaiser. Alors je vais vous présenter les mécanismes qui sont mis en œuvre par la psyché lors d'un choc émotionnel, donc lorsqu'il y a une blessure du passé. Lorsqu'il y a un choc émotionnel, lorsque la personne vit un choc émotionnel, c'est tellement difficile pour la personne qu'elle est de vivre cela qu'il y a un clivage qui s'effectue, qui se fait dans la psyché. Et donc l'inconscient va mettre à l'écart une part de soi avec la souffrance qui est vécue, qui peut être de la peur, qui peut être du manque, qui peut être de la tristesse, voilà, toute la palette d'émotions qui se vit à ce moment-là, de façon à ce que l'individu ne le ressente pas ou le ressente moins. C'est finalement une pulsion de survie qui va faire en sorte de protéger l'individu, qui du coup ne va plus sentir cette douleur, ces ressentis, ou en tout cas moins, et qui va pouvoir avancer dans sa vie. Voilà, avec soit en oubliant, soit sans cette souffrance, soit avec moins de souffrance. Alors ce mécanisme de protection et de survie, il est fondamental, mais il a des conséquences. Il a notamment lorsque cette part de nous se met à l'écart par protection, ça crée un vide. Et ce vide, l'inconscient a deux façons de le gérer. Soit il le gère en essayant de compenser. Donc là, on est face à tous les phénomènes d'addiction que l'on peut vivre. Par exemple, l'addiction alimentaire, à l'alcool, au tabac, à la drogue, au jeu, au sexe. Il y a différents moyens de compenser ce vide qui est ressenti. Donc la personne, du coup, ne ressent plus le vide ou moins le vide, mais on tombe dans l'addiction. Et la deuxième façon que l'inconscient a de gérer ça, c'est de laisser ça en plan. Et du coup, y a des personnes qui viennent me voir en disant « mais je sens un vide à l'intérieur, je sens qu'il y a quelque chose ». Voilà. Et ce vide-là, c'est cette part de soi qui a été mise à l'écart par protection, mais qui n'est plus là et qui manque à l'individu. Alors, en parallèle de ce mécanisme, il y a une pulsion de vie qui, elle, tend à rassembler toutes les parts de soi. Cette pulsion de vie, elle a pour rôle d'assurer la cohésion, l'intégrité de l'individu, et elle sent bien à un moment que pour être vraiment entier, pour être vraiment soi-même, pour être plein, pour être entier, l'individu a besoin de toutes ces parts, celles qui sont apaisées, mais celles aussi qui sont mises à l'écart. Et donc cette pulsion-là va essayer de ramener, de rassembler toutes les parts, notamment celles qui sont blessées.
Et là, il y a une sorte de compétition qui se met en place, puisque la pulsion de survie ne laisse absolument pas faire. Elle, sa crainte, si on ramène la part qui a été mise à l'écart lors du choc émotionnel, sa crainte, c'est que les émotions qui ont été mises à l'écart aussi réenvahissent à nouveau le système, et donc que l'inconscient a peur de se retrouver à nouveau en situation de danger, puisqu'il a peur de revivre ce qui a été vécu au moment du choc initial. Voilà, donc pour ce faire, la pulsion de vie, puisqu'elle n'arrive pas à rassembler, à ramener ces parts qui ont été blessées, elle a trouvé un moyen formidable pour que ce soit nous qui allions les rencontrer, c'est qu'elle nous envoie un symptôme. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, un peu bizarre, mais le symptôme, on en voit ici on comprend du coup son rôle et on en mesure toute l'importance. Le symptôme, il est là spécialement pour nous permettre de faire le lien entre moi et cette part de moi qui est mise à l'écart et qui attend d'être réhabilitée, d'être réintégrée. Et puisqu'elle ne peut pas venir, c'est moi qui vais aller à sa rencontre. En maïeusthésie, on considère vraiment le symptôme pour étant là spécialement pour faire un lien entre moi et cette part de moi. En maïeusthésie, on n'essaye pas de supprimer un symptôme, de l'éradiquer, de l'enlever, mais vraiment de comprendre en quoi c'est juste qu'il soit là, et de suivre le chemin qui nous ouvre pour aller rencontrer cette part de soi qui est en souffrance et qui attend, elle, d'être réhabilitée. Quelque chose qui est important aussi de préciser, c'est qu'un choc émotionnel n'est pas dû à l'événement qui s'est passé, mais bien à ce qui a été ressenti au moment de l'événement. On prend par exemple dans une fratrie un événement qui arrive, il y a un des enfants qui va le vivre de façon très douloureuse et qui va, on peut dire, être alourdi pendant de nombreuses années, voire toute sa vie, par quelque chose qui a été, lui qui l'a vécu de façon très douloureuse. Son frère, lui, qui va au contraire transcender cela et en prendre son parti, et finalement pour lui ça va être un tremplin et il va le transformer en énergie positive. Et puis un troisième qui finalement se rappellera peut-être de l'événement mais que ça n'a pas marqué. Cet exemple-là nous montre que c'est pas l'événement qui crée le choc émotionnel, c'est vraiment la façon dont il a été vécu par l'individu, en fonction de son expérience, de sa sensibilité, du moment où il l'a vécu. Un élément qui est, moi, à mon sens, qui me paraît être fondamental aussi, c'est que c'est certes parce que ça a été vécu comme cela par la personne, mais aussi parce que ça n'a pas pu être géré au moment où le choc a été vécu. Ça n'a pas pu être géré ni par soi-même, ni par l'extérieur. C'est-à-dire que soi-même, on était soit trop petit pour pouvoir gérer cela, ces émotions si fortes et un peu inconnues, pas pu mettre deux mots dessus, pas pu l'accueillir, soit on était trop activé pour le faire, soit on n'avait pas les moyens, quel que soit l'âge. On n'a pas forcément toujours les moyens quand il nous arrive quelque chose de réagir et de le gérer. Et à l'extérieur également, l'entourage, pareil, n'est pas forcément au fait quand il arrive quelque chose à quelqu'un, on se sent souvent démuni. Alors on essaye d'apaiser, on essaye de dire mais t'en fais pas, ça va aller mieux. Lors d'un accident de voiture par exemple, c'est passé, il n'y a plus de raison d'avoir peur, tout va bien, passons à autre chose. Mais la personne qui, elle, est encore sous le choc et qui a besoin de vivre ses émotions, finalement elle va se sentir niée dans ce qu'elle ressent, comme si elle n'avait pas le droit de vivre cela. Et ça va appuyer encore et ça va aller dans le sens de la pulsion de survie qui va vouloir protéger et donc mettre à l'écart ces ressentis-là. Voilà. Alors, en maïeusthésie, ce qui est formidable, c'est qu'on arrive à faire aujourd'hui, en tout cas en séance, ce qui n'a pas pu être fait à l'époque, c'est-à-dire aller à la rencontre de ces parts de soi, cette part de soi ou ces parts de soi qui sont en souffrance, et leur apporter tout simplement la reconnaissance qu'elles n'ont pas pu obtenir à l'époque au moment du choc émotionnel. Et c'est cette reconnaissance-là qui va leur permettre de s'apaiser et alors d'être réintégrées. Puisqu'une fois que les émotions, les ressentis de l'époque vont être apaisés, alors la pulsion de survie n'aura plus de raison de mettre à l'écart, de mettre à distance, mais lâchera complètement et du coup la part de soi pourra être réintégrée au soi avec vraiment un sentiment d'apaisement, de plus grande intégrité ressenti par la personne. Voilà pour ça.
Alors je vais peut-être vous présenter les points clés de cette approche qui est la maïeusthésie. Alors très rapidement, je vais passer sur les éléments qui me semblent être des piliers de n'importe quelle psychothérapie. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est néanmoins important, je pense, de le rappeler. Donc dans la posture du praticien, il y a évidemment la bienveillance, évidemment le non-jugement, évidemment la non-interprétation. Et sur les aspects propres à la maïeusthésie, quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'on recherche la justesse dans ce qui est, et non pas l'erreur. Le praticien en maïeusthésie va rechercher en quoi il est juste que ce symptôme soit là, en quoi il est juste que cette personne fasse ceci, pense cela, agisse comme cela, et non pas ce qui ne va pas chez elle qui fait qu'elle réagit comme cela. Finalement, cette posture-là du praticien permet à la personne ou à la personne qui est accompagnée et également à toutes ces parts de lui de sentir qu'il y a dans cette relation avec le praticien un espace qui s'ouvre, un espace de liberté qui s'ouvre et qui permet de se déposer comme l'on est, avec ce qu'on est, avec qui on est. Et c'est cela qui permet la rencontre avec les parts de soi et qui permet de se libérer de tout le poids qui est ressenti par la personne qui est accompagnée. Un élément qui est important aussi et qui est lié, on ne cherche pas à trouver de solution puisqu'on ne cherche pas à identifier de problème, on n'identifie pas de problème, on cherche vraiment à aller à la rencontre des parts de soi et à réhabiliter. Voilà, c'est une nuance mais qui fait vraiment sa différence dans l'approche. Le praticien se positionne vraiment comme un facilitateur, comme un accompagnateur. Ce n'est pas un guide qui se met devant et qui va donner la direction. C'est un accompagnateur, un facilitateur qui se met à côté et qui accompagne au rythme de l'autre et dans ce qui est juste pour l'autre, avec ce qui est pour l'autre. Le patient, lui, est dans son paysage intérieur, dans son inconscient, avec ce qui est pour lui. Et le facilitateur se met à côté et fait un petit pas à côté. C'est ce petit pas qui va permettre à la personne qui est accompagnée de faire le suivant. Et l'un après l'autre, voilà, chacun son pas. Le praticien, lui, accompagne dans l'intention. Et c'est un guidage de l'attention de la personne et pas dans la direction. C'est la personne qui est accompagnée qui sait où elle va, ou en tout cas qui va où elle va parce que c'est ce chemin-là qui se prend au moment où la séance se passe. Le praticien travaille absolument sans schéma préconçu, mais vraiment avec ce qui est pour la personne au moment au moment présent. Alors du coup, ça m'amène à répondre à une question que beaucoup me posent. La maïeusthésie avec la maïeusthésie, on peut travailler sur quels symptômes ? La réponse est à peu près tous, et puis même tous, qu'ils soient de toute nature, que ce soit psychosomatique, relationnel, comportemental, psychique. On travaille avec ce qui est au moment où ça est. Et finalement, dès qu'il y a un écart entre qui je suis et qui je voudrais être, ce que je fais dans telle situation ou d'une façon générale et ce que je voudrais faire, alors c'est qu'il y a une part de nous qui appelle, parce que c'est une part de nous qui n'est pas en paix, qui, à travers ce comportement, à travers ce qui a été dit, ce qui se dit à travers moi, alors même que je ne voulais pas dire ça, je ne voulais pas réagir comme ça face à mon chef, par exemple, c'est cette part de moi qui s'exprime parce qu'elle n'est pas en paix. Une question fréquente également qui m'est posée, c'est oui, mais si je ne me souviens pas du choc émotionnel, c'est pas grave, on peut quand même travailler. Il y a des personnes qui viennent me voir en me disant je sais que j'ai tel symptôme, et en tout cas je réagis comme ça, aujourd'hui il y a ça qui va pas, et je sais d'où ça vient, je sais parce que quand j'étais petite il s'est passé ça, ou alors dans ma famille il y a des schémas répétitifs récurrents, mais voilà, je sais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis pas plus avancée finalement de le savoir, et je sais pas quoi en faire. Voilà, alors on peut travailler à partir de ça. Il y a des personnes qui viennent aussi me voir en me disant mais j'ai ça, mais je ne sais absolument pas, je suis complètement démunie, je ne comprends pas, pourtant j'ai essayé plein de choses et j'ai l'impression que tout va bien, je n'arrive pas à savoir. Et après la séance, ces personnes me disent oh là là, c'est extraordinaire, je me souviens bien de ce qui s'est passé, maintenant je fais le lien, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse avoir un impact et que ça puisse avoir été si important finalement pour moi. Voilà, mais ça se dit après coup, avant la séance, les personnes ne savent pas.
Et puis il y a également un troisième cas qui me plaît bien, qui arrive moins souvent, mais qui arrive, c'est que la personne ne se souvient pas du tout, même en séance, de ce qui s'est passé. C'est le cas pour les événements qui ont été vécus assez loin en transgénérationnel, et puis les événements comme des secrets de famille où on n'a pas l'information, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ben peu importe, parce qu'on ne travaille pas en maïeusthésie avec l'événement, mais on travaille vraiment avec le ressenti. Et en transgénérationnel, c'est les ressentis qui passent. On sait qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on sait ce qui s'est passé, et on sait comment ça a affecté cette part de moi qui réagit comme cela. Et voilà. Et en séance, on travaille là-dessus. Ça permet aussi, et c'est arrivé plusieurs fois, une très grande discrétion dans le travail, c'est-à-dire que même si la personne se souvient mais que c'est trop difficile de dire, et pour certains cas ça l'est, moi j'ai pas besoin de savoir, et on travaille sur les ressentis, sur ce qui a été ressenti au moment où cela s'est passé, mais j'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Donc voilà, ça apporte aussi, ça peut apporter un confort dans les choses qui sont abordées en séance. Un point également sur les résistances, il y a beaucoup de personnes, enfin il y a certaines personnes qui me disent mais moi j'ai essayé plein de choses, j'ai des résistances qui sont très très fortes, et je sens que c'est pour ça que j'y arrive pas. La résistance, elle est abordée en maïeusthésie de la même façon que le symptôme, c'est-à-dire qu'elle a une raison d'être. C'est juste qu'elle soit ici, cette résistance. Et c'est comme ça qu'on va l'approcher. Et on ne va pas chercher à l'enlever, à la supprimer. Elle a son rôle. Et au moment du choc émotionnel, si elle n'avait pas été là, nous, on ne serait peut-être plus là aujourd'hui. Elle nous a protégés, elle a vraiment un sens, donc on ne va pas chercher à la supprimer. En revanche, on va aller la rencontrer, on va l'écouter, on va comprendre en quoi c'est juste qu'elle soit ici, et puis on va la considérer comme presque un cadeau, une précieuse balise qui va nous permettre de nous mettre sur le chemin de la part de soi à rencontrer. Voilà, cette part de soi qu'on va rencontrer, qu'on va reconnaître, à qui on va apporter de la reconnaissance, qui va s'apaiser et qui pourra du coup être réintégrée. Peut-être est-ce que vous auriez des questions ? J'aimerais savoir quelle technique vous utilisez, si c'est de la parole, l'hypnose. Merci. Alors oui, c'est une approche qui est vraiment dans l'échange verbal, il n'y a pas de toucher. Les personnes sont en état de conscience modifié, qui est très léger, qui n'est pas celui de l'hypnose, qui est plus profond, qui est celui de la méditation ou du rêve éveillé. Quand je suis un peu dans la lune, je suis un peu ailleurs, je suis ici, mais je suis un peu à la fois ailleurs et ici. Voilà, c'est cet état-là qui du coup permet d'avoir un accès direct à l'inconscient, avec l'inconscient, et du coup d'avoir des échanges qui sont justes et qui permettent des prises de conscience de ce qui s'est passé au moment du choc émotionnel, de ce qui a été ressenti. Parce que si on restait complètement dans l'intellect, on n'aurait pas accès à ça. Mais être dans cet état-là permet justement un échange et permet d'aller en profondeur très rapidement. Merci pour cette question, c'était une précision importante. J'aurais voulu savoir la différence avec des séances de avec des psychologues en fait. Alors c'est une question difficile parce qu'en fait il y a plein de psychologues différents, il y a plein d'approches différentes. Ce que je peux vous dire, ce que la maïeusthésie n'est pas finalement au regard de... Mais voilà, je ne sais pas, vous avez peut-être en tête une approche en particulier où en fait on ne va pas essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, de comprendre les mécanismes. On va vraiment chercher à aller à la rencontre de celle que vous étiez au moment où cela s'est passé, en lien avec le symptôme pour lequel vous venez. Et finalement, les prises de conscience viennent, donc puisqu'on est dans cet état de conscience modifié là, les prises de conscience sont révélées et permettent d'avancer dans le travail. Donc on les a aussi, mais c'est pas l'objectif de cette approche-là. C'est vraiment en parallèle, les prises de conscience font partie du travail, mais c'est pas ce qui est recherché. Quand on reste au niveau intellectuel et sur les prises de conscience, à mon sens en tout cas, on avance vraiment sur le pourquoi et le comment, mais pas forcément sur l'intégration. La maïeusthésie est une approche intégrative qui permet vraiment
vraiment d'intégrer des parts de soi et de réunifier. Et cela se fait, j'ai envie de dire, plus dans le corps, à l'intérieur, par le fait que, enfin, la réintégration des parts de soi et pas juste par la prise de conscience. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez détailler les parts de soi? En maïesthésie, on considère que l'individu est constitué de l'ensemble de la personne qu'il est aujourd'hui, de toutes les personnes qu'il a été, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, et on remonte même à la conception et même au-delà, au niveau du projet sens, et de toutes les personnes dont il est issu, de leur naissance, de leur conception, du projet sens, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à leur mort si elles sont décédées. Et chacune de ces parts de soi a une expérience qui lui est propre, une vision du monde, une façon d'appréhender le monde, l'autre, la vie qui lui est propre et qui est différente. On est donc constitué de toutes ces parts de soi, alors qui prennent la forme imagée soit d'un petit garçon, soit d'un jeune homme, soit de sa mère petit, enfant, à qui il est arrivé cela à ce moment-là. Ça peut prendre la forme aussi du gardien à l'intérieur, de la part de soi qui a toujours besoin de venir en aide aux autres, de celle qui est en colère. Voilà, il y a différentes formes et toutes ces parts de soi, finalement, c'est comme une grande cohabitation à l'intérieur. Donc il y en a qui sont apaisées, qui sont OK. Voilà, c'est nos parts lumineuses qui permettent à l'individu de se connecter à ses ressources, qui lui permettent d'avancer en paix, d'être serein, d'affronter. Enfin, j'aime pas ce mot affronter, mais de vivre de façon apaisée, tranquille, les événements qui arrivent au quotidien, au cours de sa vie. Et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas parce que ce sont celles-là qui ont été mises à l'écart à un moment, au moment du choc émotionnel, et qui sont restées avec la souffrance. Et elles ont besoin d'être intégrées, elles le sentent. Et finalement, le symptôme qu'elles vont voyer, c'est de la peur lorsque j'ai tel acte, telle chose à faire et avec laquelle je ne suis pas confortable. C'est elle qui va s'exprimer lorsque j'ai une réunion avec mon chef et que je sais qu'il va me dire cela et je sais que je vais mal réagir et je vais essayer voilà, je me prépare, je vais essayer de gérer comme ça. Et en fait, quand je suis devant lui, le mécanisme se reproduit à chaque fois. C'est cette part qui n'est pas apaisée et qui va envoyer un symptôme, le symptôme traduit en ressenti, c'est voilà, et qui va générer ce comportement-là. C'est comme si c'était pas moi qui réagissais comme ça avec mon chef, parce que moi je voudrais que ce soit autrement. Mais cette part, elle est pas en paix et elle va prendre le dessus à un moment. Est-ce que ça répond à votre question ? C'est bon, merci. Oui. Merci. Est-ce que vous pourriez donner, madame, quelques exemples de parts de soi qui ont été évincées lors de chocs émotionnels spécifiques, s'il vous plaît ? Alors, je me souviens toutes les séances sont magnifiques, sont belles et me touchent beaucoup. Mais je vais vous parler de quelques-unes. Alors, notamment une femme enceinte qui rentre dans mon cabinet pour un premier rendez-vous et qui me dit au secours, j'ai une terreur d'accoucher, aidez-moi. Donc, elle était à quelques semaines de sa grossesse. Voilà, donc on commence la séance et puis en avançant, on rencontre la part de soi qui était sa mère et qui avait vécu un accouchement extrêmement douloureux, 2 accouchements extrêmement douloureux. Voilà, donc on apporte de la reconnaissance à cette femme en lui disant qu'on voit, qu'on prend, donc oui. Ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel je n'ai pas trop insisté. La reconnaissance passe par l'identification, donc la précision de ce qui a été ressenti, et également la mesure, l'intensité de ce qui a été ressenti. Donc, lors de cette séance-là, on a apporté à cette femme donc, la reconnaissance de la douleur qu'elle vivait à ce moment-là, et elle s'en est très rapidement sentie apaisée.
Voilà, donc la patiente à ce moment-là avait un niveau de terreur, enfin de peur qui avait bien diminué. Il y avait encore de la peur, mais il n'y avait plus de terreur. Donc ça avait significativement baissé. Ensuite, on a donc ce qui nous montrait qu'il y avait encore autre chose à faire. Le symptôme peut être là pour une source, mais il peut être là pour plusieurs sources aussi. Et le symptôme disparaît lorsqu'il n'a plus lieu d'être, lorsqu'il n'est plus nécessaire. Mais s'il est là pour plusieurs sources, l'idée c'est de balayer toutes les sources. Donc là, en discutant avec elle, je me rends compte on se rend compte que lors de son premier accouchement, puisque c'était son deuxième accouchement en fait, elle avait elle aussi une grande frayeur, beaucoup de douleurs, et surtout son fils lui avait été enlevé plusieurs heures sans qu'elle ait de nouvelles. Voilà, et pour elle ça avait été terrible. Elle avait eu vraiment une grande frayeur. Donc on est allé voir cette part d'elle au moment de l'accouchement. On lui a apporté de la reconnaissance pour ce qu'elle vivait. Voilà, dans la visualisation, elle a aussi pris conscience que son fils était avec le père, donc son mari, et que lui, il allait très bien, parce qu'il y avait une grande peur. En fait, elle avait la sensation d'avoir abandonné son enfant. Voilà, donc évidemment, quelques heures après, elle l'a récupéré, mais la part d'elle, cette jeune maman qui venait d'accoucher et qui cherchait désespérément son enfant, elle était restée complètement en panique. Donc on a apaisé cette part d'elle, et la patiente m'a dit à la fin de l'entretien, c'est merveilleux, je peux accoucher demain, c'est OK. Voilà. Donc ça, c'était un bel exemple. Et donc je l'ai revu après. Ça, c'est intéressant aussi de savoir après, parce que je n'ai pas forcément toujours de retour. Mais donc cette personne m'a dit, bon, ça a été quand même difficile. Alors l'accouchement s'est bien passé, heureusement. Et puis ils ont quand même voulu prendre le petit pour des examens qui étaient nécessaires. J'ai dit non, j'ai parlé de mes craintes. Et du coup, il y a un dialogue qui s'est instauré. Le petit a quand même été pris par l'équipe médicale, mais beaucoup moins longtemps. Et elle a eu l'information. Et elle m'a dit, mais si j'avais pas fait cette séance, j'aurais pas su gérer. Elle m'a dit, je pense que ça aurait été exponentiel parce que c'était en plus une répétition. Voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner un autre exemple justement d'un choc émotionnel d'une personne qui l'a vécu dans le passé et qui l'a bloqué dans son évolution Merci. Je vais répondre à celle-là et puis je reviendrai si vous voulez bien. C'est plus simple pour moi. Merci. Oui, alors un deuxième exemple, je me souviens d'un jeune homme qui devait avoir entre 30 et 35 ans et qui avait beaucoup de mal dans les lieux fermés. Alors il n'était pas claustrophobe, mais dès qu'il y avait un lieu assez fermé, sombre, ça pouvait être sous un pont, ça pouvait être dans un garage, puis un parking public. Voilà, et il sentait qu'à l'intérieur il y avait quelque chose qui se fermait. Voilà. Alors, il n'avait pas forcément. Alors c'est drôle parce qu'il l'avait pas forcément identifié au début. Il était venu pour autre chose. Et puis on a fait quelques séances ensemble. Et au bout de la deuxième, troisième, quatrième, finalement l'inconscient nous a dirigés sur ce thème-là. Et on a retrouvé un collégien qu'il était et qui s'était fait racketter à la sortie du collège. Donc il avait eu, alors les ressentis pour lui c'était une peur extrême, une immense peur qu'on a apaisée. Et ensuite il y avait, parce qu'il y a dans les chocs émotionnels qui sont très violents, il peut y avoir, il y a souvent plusieurs ressentis. Donc il y en a un qui prime, donc il y en a un qui est plus apparent que les autres, donc on va apaiser celui-ci. Une fois qu'il sera apaisé, comme il est apaisé, il s'en va. Et il y a le deuxième qui fait surface. Donc on va identifier le deuxième et apaiser le deuxième. Et puis ensuite celui-là va partir. Et on fait ça jusqu'à ce que l'être qu'on a rencontré, la part de lui, soit complètement apaisée. Donc là, dans un premier temps, il y avait de la peur. Beaucoup de peur. Ensuite, il y avait une immense colère. Et puis après, il y avait de la honte de s'être fait prendre dans ce guet-apens-là. Et puis en quatrième, il y avait aussi beaucoup de tristesse parce qu'il lui avait pris son blouson et que c'était un blouson qui lui avait été offert par une personne qui lui était chère et qui avait peu de moyens. Et voilà, et du coup ça l'avait beaucoup affecté. Donc on a apaisé. Alors là pour le coup il a fallu de mémoire je crois 2 séances ou peut-être 3 pour apaiser parce que ça avait été un choc énorme pour lui. Et ce qui est drôle c'est qu'il faisait partie de la catégorie des personnes qui disaient mais je me souvenais de cet événement mais j'avais pas du tout pris la mesure qu'il y avait un lien entre ce que je vivais là et ce que j'ai vécu à l'époque. Voilà.
juste savoir le rapport qu'il y avait entre le terme maïeusthésie et la technique que vous employez. Alors la maïeusthésie, c'est un néologisme qui vient du grec. Ça vient de maïeutikē, qui est l'art d'accoucher, et aesthesai, qui est la sensibilité. Et ça veut dire l'art d'être sensible à l'accouchement du soi. Et finalement, ça correspond plus à la posture du praticien qui se met à côté, en facilitateur, en accompagnateur, à côté de la personne qui l'accompagne et qui va l'aider à se déployer, au déploiement du soi, de son soi. Voilà. Aurélie, pour rebondir à la question qu'a posée la dame tout à l'heure, est-ce que tu pourrais insister sur le caractère de douceur, de bienveillance et de respect qu'il y a dans les séances de maïeusthésie et qui permet à des gens comme moi de lâcher la carapace? Alors en effet, c'est une approche qui... Ce qui me vient là, c'est que le praticien, il ne fait rien, il est. Et c'est parce qu'il ne fait rien que ça peut se faire. C'est parce qu'il est, c'est par sa présence, sa qualité de présence, son ouverture, son accueil absolument inconditionnel de tout ce qui est, de qui est l'autre, dans tout ce qu'il est, dans toute sa dimension. Que la personne sent qu'il y a cet espace de liberté, d'ouverture qui se crée et qui fait qu'elle peut enfin se déposer là où jusqu'ici elle s'était renfermée par mesure de protection, c'était vital. Et voilà, donc cette ouverture se fait parce que le praticien juste est à côté. Voilà, il y a des séances qui se passent où il y a beaucoup de choses qui se disent et puis d'autres où il y a très peu de choses qui se disent parce qu'il n'y a pas besoin. Et se fait ce qui doit se faire au moment où ça se fait, si ça doit se faire. Voilà. J'aurais voulu savoir si on a des résultats assez rapidement ou si au contraire c'est un long travail à faire. Alors merci, c'est une très bonne question. C'est une méthode qui fait partie des thérapies brèves. On n'a pas besoin, on passera pas des années, voilà, dans cette approche-là. J'ai même envie de dire que c'est rapide, voire très rapide. En tout cas, ça peut l'être. Il y a des symptômes pour lesquels une séance peut suffire. Et puis il y en a d'autres, alors ça dépend vraiment de la personne, de son chemin. Le praticien accompagne la personne dans son chemin, là où elle en est dans son chemin, et sans forcer. Il y a des personnes qui auront besoin de venir voilà, plusieurs séances, mais en moyenne, les personnes avec qui je fais des séances, c'est une moyenne, hein, mais ça doit être 5 à 7 séances. Voilà, en une séance, on peut apaiser un symptôme. Parfois, il en faut plus. Et puis, en d'autres, une séance, on en voit 3. Voilà, c'est très variable. Ça dépend du chemin de chacun. Ça dépend peut-être du travail qu'il a déjà fait avant. Alors, c'est pas forcément parce qu'il a fait beaucoup de travail avant que ça va plus vite. Mais ça va dépendre aussi de la nature des chocs émotionnels. Fréquemment, je ne veux pas donner de règle générale, mais fréquemment, quand les blessures ont été répétées très tôt dans l'enfance, qu'il y en a eu beaucoup, alors il y a vraiment quelque chose qui s'est tendu, qui s'est contracté chez la personne, et ça peut prendre plus de temps. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais ça peut. Alors qu'une personne qui a eu vraiment une vie, qui a eu peu de chocs émotionnels, même si elle en a eu 2-3 qui ont été importants, les ressources sont quand même là pour voilà, la maturité interne de la personne, qui n'a rien à voir avec l'âge, mais la maturité interne de la personne fait qu'elle a une capacité de résilience qui est plus rapide. Voilà. Merci. Je voulais savoir, vous êtes côte à côte, face à face ou derrière la personne?
Alors dans mon cabinet, la personne s'assied sur un canapé confortable. Elle peut aussi s'allonger si elle veut. Et moi, je suis à côté. Quand elle est assise, je suis à côté, perpendiculaire. J'aime pas être trop en face parce que c'est frontal. Et en même temps, ça permet le regard, mais de côté. La personne peut s'allonger, soit en face de moi, soit à côté. Voilà, c'est vraiment, pour le coup, je mets pas de cadre. J'aime bien que la personne soit confortable. Je fais aussi des séances par Skype. Et par téléphone. Ce qui est important dans cette approche-là, c'est la qualité de présence. Et la qualité de présence ne dépend pas de la distance et voilà, du positionnement géographique. Donc voilà, il y a des personnes qui préfèrent même être à distance parce que ça leur permet de pleurer sans, voilà, de libérer des choses sans que ce soit trop vu, trop senti, de parler de certaines choses sans avoir quelqu'un, sans sentir la personne physiquement à côté. Et puis après, il y a la distance géographique qui fait aussi que je peux suivre des personnes qui sont en déplacement, qui sont à l'étranger, ou même juste ailleurs en France, mais pas à Paris. Et puis ça permet aussi d'éviter les transports pour le retour, c'est parfois bien pratique. Voilà. De quelle manière on peut être dans un état de conscience modifié lors de la séance? Alors en fait, ça se fait, j'ai envie de dire tout seul, oui et non, mais ça se fait très simplement. Je propose souvent aux personnes de fermer les yeux pour être plus en lien avec leur corps, leurs sensations, leurs émotions. Et moi, je vais utiliser un guidage qui permet cela, mais il n'y a pas de recette, ça se fait. Ça se fait. Alors après, il y a quelques personnes avec qui c'est un peu plus difficile, celles qui sont beaucoup dans l'intellect. Mais là aussi, il y a des petites techniques qui permettent de faire baisser un peu et de rentrer. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font des allers-retours entre cet état de conscience modifié et l'intellect, parce qu'à un moment, l'intellect a besoin d'informations, il a besoin de savoir, de comprendre. Moi, je le sens, alors je donne l'information dont il a besoin et la personne redescend. Ça se fait naturellement. Oui, merci Aurélie. Je voulais savoir si tu peux nous dire 2-3 mots de Thierry Tournebise. Merci. Alors Thierry Tournebise est un thérapeute qui est installé à Bergerac, dans le sud de la France, dans le sud-ouest, qui a commencé à exercer en 1979, qui est un homme d'une grande douceur et un homme extraordinaire. Qui m'a formée, avec qui je me suis formée. Il a monté cette approche à partir il a beaucoup étudié, il s'est beaucoup documenté, et il a bâti cette approche notamment à partir des approches humanistes qui lui ont beaucoup parlé. Voilà, et puis peu à peu, il a affiné. Il a écrit plusieurs livres, donc que vous trouverez sur... je ne les ai pas là en tête, mais vous pouvez prendre dans mon dépliement, il y a un lien vers mon site et vous pourrez avoir la liste de ces livres. Il a mis à disposition aussi sur son site internet de nombreux articles qui sont gratuits, qui sont d'une richesse extraordinaire. C'est une mine d'informations. Voilà, alors c'est vraiment, il y a beaucoup de contenu, mais c'est vraiment très, très, très riche. Voilà, il pratique toujours, il forme beaucoup de thérapeutes, de personnes, des aides-soignants dans des hôpitaux. Voilà. Merci. Bonjour. Pour rester un petit peu dans le même axe de la question, on sent bien que dans cette technique, il y a des parentés avec la communication non violente. Alors, est-ce que vous pourriez, très succinctement bien sûr, me donner à la fois les approches communes et en même temps les grandes différences entre ces deux aspects techniques? Alors la communication non violente, donc c'est un outil qui permet alors, il permet beaucoup de choses. Il est vraiment très très riche, il y a de nombreuses facettes, mais je vais peut-être rester sur les adhérences avec la maïeusthésie. Il permet de gérer le conflit interne et avec un autre ou avec les autres dans l'instant. Il permet vraiment c'est un outil qui permet de passer de la stratégie, c'est-à-dire de ce que je fais, de ce que je veux là aujourd'hui, là maintenant, à mon besoin profond et de me connecter à
à l'autre à travers ce besoin-là, les besoins étant universels. Ça permet une connexion d'être à être, puisqu'on est vraiment dans le même domaine. Et du coup, ça permet donc cette connexion et ça permet je voudrais dire une entente, ou en tout cas ça permet d'avancer dans le même sens et au même niveau. Si en tout cas les deux sont dans la même dynamique, mais c'est ce que ça permet. En revanche, à mon sens, ce que ça ne permet pas, ou ce que ça permet difficilement, c'est lorsque à ce niveau-là il y a une blessure du passé, ça va un peu enrayer le système et on va avoir du mal à se connecter parce qu'il y a une part de nous qui résiste. Voilà. Et c'est là que la maïesthésie est très intéressante, c'est que ça permet d'apaiser cette part de soi et du coup de revenir au moment présent et de gérer. Et à l'inverse, la maïesthésie, elle, permet d'apaiser les blessures du passé, mais dans l'urgence, c'est un outil qui est moins pertinent que la CNV parce que c'est l'inconscient là qui décide ce qui va être traité en séance. La plupart du temps, ça correspond à l'objectif que la personne a fixé, mais pas forcément. Si l'inconscient a décidé que c'était à droite qu'il fallait aller alors que la personne vient pour aller à gauche, ben on ira à droite. Et parce qu'on force pas, parce qu'on suit le chemin, et si le chemin se dessine à droite. Et du coup, quand on a quelque chose à gérer dans l'urgence, ben on se trouve un peu démuni avec la maïesthésie. Alors il se trouve que si, en effet, l'inconscient va à gauche et qu'on arrive à apaiser, alors on sera apaisé. Mais s'il va à droite, voilà, ça gère pas forcément bien l'urgence. Donc, à mon sens, c'est vraiment deux approches qui sont très complémentaires et voilà, qui permettent de balayer le passé, le présent. Et à mon sens, c'est aussi intéressant de travailler avec des méthodes de coaching alors là encore, il y a plein d'approches différentes, mais qui travaillent avec ce qui est pour la personne. Parce que, alors parfois, la maïesthésie permet du coup d'apaiser. Alors je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être plus simple. Une femme qui venait parce qu'elle battait de temps en temps sa fille. Donc on a apaisé la part d'elle qui agissait comme cela. C'était voilà, sa mère aussi fonctionnait comme ça. Donc cette part d'elle était apaisée. Donc elle voyait bien que génial, elle avait plus cet élan-là, mais juste elle savait pas comment faire parce que quand la petite arrivait et un enfant, ça peut voilà, la petite cherchait. Et elle ne savait pas comment réagir, elle n'avait pas eu de modèle. Et donc là, il y a un réapprentissage qui peut être intéressant de faire. Et ce réapprentissage se fait naturellement, mais quand il y a urgence, là encore, ça peut être bien de se faire accompagner par du coup un coach qui permet de caler le d'accord, mais comment on fait pour la suite. Voilà, donc la CNV sur le présent, la maïesthésie plus sur le passé, et éventuellement, s'il y a urgence, du coaching pour la suite. La part blessée de la personne en question qui est apaisée, est-ce que cet apaisement, ça se poursuit à long terme et que ce n'est pas seulement un apaisement immédiat, mais qui se poursuit à long terme dans notre évolution? Oui, merci pour cette question. L'apaisement, une fois qu'il est ressenti, il est durable. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, elle est. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme une rencontre. Une rencontre se fait. Après, on décide de la poursuivre ou pas, mais elle se fait, ça reste. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des parts de soi qu'on apaise et qui ne sont pas totalement apaisées. Soit parce que ça faisait beaucoup pour la séance. Et elle a besoin de temps, elle a besoin de se reposer, il y a beaucoup de choses à intégrer. Donc on va laisser en stand-by et on reviendra. Mais ce qui a été apaisé reste apaisé. Il peut y avoir aussi une part de soi qui a eu différents chocs émotionnels. Alors on va en apaiser un, et puis l'ensemble ne sera pas apaisé. Mais en tout cas, ce qui est apaisé est apaisé, ce qui est fait est fait. Et oui, c'est durable. Alors, il peut se passer, alors c'est intéressant comme question, ça peut arriver aussi qu'un symptôme revienne. Lorsqu'un symptôme revient, alors on a la même approche, mais c'est pas que la part qui a été apaisée une première fois n'est plus apaisée, c'est qu'il y en a une autre en fait. Et que l'inconscient renvoie ce symptôme-là. Alors, soit il se dit, tiens, ça a marché, on va refaire la même chose, soit voilà, on ne connaît pas forcément tous les mécanismes, et peu importe, mais c'est une autre part qui n'est pas apaisée et qu'on va rencontrer. Voilà. En fait, moi, c'est plus un témoignage, parce que j'ai eu une séance il n'y a pas longtemps.
Et il se trouve qu'à ce moment-là, je vivais quelque chose de très douloureux. Et je peux témoigner que les séances, dans la séance, il y a vraiment une extrême douceur. Et que ce pourquoi j'étais venu, c'est vraiment, voilà, je peux te dire, je suis en paix. C'est très très bien. C'était une très très belle séance. Bon, excusez-moi, je vais reprendre. C'est une question un peu spécifique auquel je me suis énormément intéressé dans mon travail de thérapeute, enfin de médecin même, enfin bon, entre guillemets. Ça concerne les matrices périnatales de Grof. Alors ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous arrivez à faire une identification de cette période extrêmement spécifique qui est une sorte d'interface entre l'anténatal et le postnatal, et est-ce que ça représente dans les perturbations psychiques quand même une part importante dans l'ensemble des traumas que l'on peut rencontrer dans la vie? Alors je vais répondre pas de façon très technique, je m'en excuse, mais oui, on remonte très facilement à cette période-là et je ne sais pas si on peut dire souvent, en tout cas, un nombre significatif de séances correspondent à cette période-là. On remonte très facilement lorsque alors je vais prendre des exemples, ça va peut-être être plus parlant, mais régulièrement on remonte sur des fœtus qui ont ressenti une émotion terrible et qui ne sont pas apaisés. Alors l'émotion, ça peut être la mère qui a une émotion très forte, par exemple un décès, par exemple un accident, ça peut être une décision, un moment, enfin c'est pas une décision, mais les parents qui se demandent s'ils vont avorter ou pas, et le fœtus engrange tout ça. On remonte à cette période-là de la même façon qu'aux autres périodes, de la même façon qu'aux autres parts de soi, et on va vraiment à la rencontre de ce fœtus qui a été très très fortement touché, affecté, et derrière ça a évidemment des répercussions très importantes sur la suite, puisque voilà, dès tout petit il a dû se carapacer pour continuer à vivre. La plupart du temps, quand on remonte à ces moments-là, on touche du point le moment où le fœtus se demande s'il continue ou pas, et puis là il va sentir une petite étincelle de vie et il va se dire oui, je continue, allez, j'y vais, mais avec voilà, il va vraiment se blinder parce qu'il sent que, enfin, pour lui cette entrée, c'est pas encore une entrée d'ailleurs, mais ce démarrage dans le monde est vécu de façon très très violente, donc il décide de continuer, mais en se carapatant fortement. Est-ce que ça répond à votre question en partie? Vous voulez la préciser? Est-ce que la myosthésie peut être utilisée comme un outil de développement personnel? Merci, c'est une question qui est intéressante aussi. Oui, la myosthésie peut être utilisée en développement personnel. En fait, je fais plusieurs types, il y a plusieurs types de séances, et en même temps, on s'en fout de la typologie, mais voilà, il y a vraiment des symptômes qui sont très, très, j'ai envie de dire très lourds, en tout cas handicapants pour la personne. Donc là, c'est des psychothérapies qui seront parfois un petit peu plus longues, mais même pas forcément. Il y a aussi des symptômes qui sont plutôt isolés. Et donc là où en général une séance permet d'apaiser un symptôme, et puis ensuite on peut partir aussi sur du développement personnel où les personnes me disent mais moi je sens que tout va bien dans ma vie, enfin, ça va, mais j'ai envie d'être encore mieux, j'ai envie de contacter plus de joie, j'ai envie de contacter ma part lumineuse, j'ai envie de ressentir plus d'énergie circuler, et ça peut tout à fait être l'objet d'une séance. En fait, entre je vais absolument pas bien et j'ai complètement besoin d'aide, j'arrive pas à avancer seule, et je me sens vraiment bien, juste je sens que ça fait tellement bien que j'ai envie d'être accompagnée. Il y a vraiment tout l'éventail des possibles, et on peut intervenir sur voilà, tout symptôme à n'importe quel moment du chemin de vie de la personne. Il y a des personnes, en revanche, qui viennent aussi pour quelques séances et qui, au bout d'un moment, me disent bah non, je sens que ça va mieux, je sais qu'il y a d'autres choses, mais c'est bon, c'est ok de rester avec ça. Voilà, je n'ai pas envie de faire des séances régulièrement. Et d'autres qui me disent mais c'est génial, je sens que j'avance à chaque séance, moi je continue, même si ça va bien. Et donc là, on part au bout d'un moment dans du développement personnel. Les premières séances, souvent, l'inconscient
fait avancer sur les choses qui sont assez lourdes. Ensuite, une fois que ça s'est apaisé, il y a les moyennes qui viennent, puis ensuite il y a les plus petites, et puis ensuite, voilà. Et donc, la personne place le curseur où elle veut, où elle sent. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ? Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Merci.